C'est parti! Place à l'exploration. Numéro 7. Le grand silence. En été 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos lorsqu'il posa une question qui allait hanter la science pour les décennies à venir. La conversation portait sur les voyages interstellaires, sur les extraterrestres, sur la probabilité que d'autres civilisations peuplent le cosmos. Et Fermi, avec la simplicité déconcertante qui caractérisait son génie, s'arrêta et demanda « Mais où sont-ils tous ?» La question semblait presque naïve. L'univers a 13,787 milliards d'années. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, dont une fraction significative possède des planètes rocheuses dans leur zone habitable. En 1961, l'astronome Frank Drake formula son équation célèbre lors de la première conférence SETI au Green Bank Observatory, en Virginie occidentale, tentant d'estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Les chiffres, même avec des hypothèses conservatrices, suggéraient que nous ne devrions pas être seuls. Et pourtant, silence. Un silence absolu, persistant, inexpliqué depuis plus de 60 ans de recherche intensive. Une civilisation capable de se déplacer à seulement 1% de la vitesse de la lumière pourrait coloniser l'intégralité de la Voie lactée en 10 millions d'années, soit moins de 1/10 de 1% de l'âge de la galaxie. Même sans voyager physiquement, ces émissions radio, ces signaux laser, ces déchets technologiques détectables auraient dû nous parvenir. Les astronomes du SETI ont scruté des millions d'étoiles avec des radiotélescopes toujours plus sensibles. Ils ont analysé des fréquences allant des ondes radio aux rayons X, cherchant le moindre signal structuré. Ils n'ont rien trouvé, pas un écho, pas une anomalie inexpliquée qui tiendrait la route. Le cosmos, à l'échelle de notre observation, semble vide d'intelligence autre que la nôtre. Ce silence n'est pas une absence de données, c'est lui-même une donnée, et elle est profondément troublante dans ses implications. Quelque chose d'anormal gouverne l'histoire de la vie intelligente dans cet univers, et nous n'avons encore aucune idée de ce que c'est. Numéro 6. Le grand filtre. En 1998, un économiste de la George Mason University nommé Robin Hanson publia un article académique qui posait la question la plus inconfortable de toute l'astrobiologie. Il ne cherchait pas à expliquer pourquoi la vie était rare. Il cherchait à comprendre pourquoi, si la vie intelligente devait exister partout, nous n'en voyions aucune trace. Sa réponse était aussi logique qu'elle était glaçante. Quelque chose filtre les civilisations avant qu'elles n'atteignent l'expansion interstellaire. Il appela ce mécanisme le grand filtre. L'argument de Hanson repose sur une arithmétique brutale. Si la vie intelligente est commune et si les civilisations tendent à persister et à s'étendre, l'univers devrait être visiblement peuplé. Puisqu'il ne l'est pas, il doit exister une ou plusieurs barrières qui anéantissent presque toute trajectoire vers la civilisation interstellaire. Ces barrières peuvent se trouver derrière nous, dans notre passé évolutif, ou devant nous, dans notre futur proche. Si le filtre est derrière nous, c'est une bonne nouvelle. L'émergence de la vie eucaryote, ces cellules à noyau qui constituèrent le fondement de toute vie complexe, prit 4 milliards d'années sur Terre et ne se produisit peut-être qu'une seule fois dans l'histoire de notre planète. L'apparition de la conscience, du langage, de la technologie pourrait être un accident d'une improbabilité si vertigineuse qu'elle ne se répète presque jamais. Nous aurions eu une chance extraordinaire. Le philosophe Nick Bostrom, alors directeur du Future of Humanity Institute à l'Université d'Oxford, formula l'implication inverse avec une précision troublante. Si nous découvrons de la vie simple sur Mars ou sur Europe, lune de Jupiter, ce serait une très mauvaise nouvelle. Chaque organisme trouvé ailleurs déplacerait le filtre vers l'avenir, signifiant que la barrière ne concerne pas l'origine de la vie, mais ce qui arrive aux civilisations technologiques avancées, ce qui pourrait nous arriver à nous bientôt. La liste des candidats au filtre devant nous est familière et terrifiante à la fois.
guerre nucléaire totale, intelligence artificielle non alignée, modification génétique catastrophique, effondrement climatique irréversible. Chaque fois que l'humanité développe une nouvelle technologie capable d'extinction, elle effleure peut-être la véritable nature du grand filtre, ce mur invisible contre lequel toutes les civilisations finissent par se briser. Numéro 5. L'hypothèse de la Terre rare. En 2000, le paléontologue Peter Ward et l'astronome Donald Brownlee, tous deux de l'Université de Washington, publièrent un ouvrage qui allait provoquer un débat fondamental dans la communauté scientifique. Leur thèse, exposée dans Rare Earth, contredisait frontalement l'optimisme cosmique de l'équation de Drake. Non seulement la vie intelligente est rare, mais la Terre elle-même est le produit d'une série de coïncidences d'une improbabilité si vertigineuse qu'elle pourrait ne s'être produite qu'une seule fois dans l'univers observable. Ward et Brownlee identifièrent une cascade de conditions qui semblaient nécessaires à l'émergence de la vie complexe et qui se révélaient chacune extraordinairement improbables. La Terre se trouve dans la zone habitable galactique, suffisamment éloignée du centre de la Voie lactée pour éviter les radiations létales des pulsars et des novae, mais suffisamment proche pour avoir hérité des métaux lourds indispensables à la biochimie complexe. Cette zone habitable galactique, concept introduit par l'astronome Guillermo González en 1995, exclut la grande majorité des étoiles de notre galaxie. Les coïncidences s'accumulent de manière déconcertante. La Lune, dont la taille relative à la Terre est exceptionnelle dans le système solaire, stabilise notre obliquité axiale à 23,5 degrés, selon les travaux de Jacques Lascar et son équipe publiés dans la revue Nature en 1993. Sans elle, cette obliquité fluctuerait chaotiquement entre 0 et 85 degrés, rendant le climat terrestre trop instable pour permettre l'évolution de formes de vie complexes. La tectonique des plaques régule le cycle du carbone atmosphérique sur des échelles géologiques, maintenant une température planétaire habitable depuis des milliards d'années. Le rôle de Jupiter mérite une attention particulière, bien que nuancée. Longtemps présenté comme un bouclier gravitationnel, déflectant les astéroïdes menaçants vers les confins du système solaire, des études ultérieures publiées dans la revue Icarus par Jonathan Horner et Barry Jones en 2008 ont montré que Jupiter pouvait aussi en diriger certains vers la Terre. Son influence est complexe, mais sa présence fait partie d'un équilibre gravitationnel fragile qui caractérise notre coin particulier du cosmos. Si chacune de ces conditions était nécessaire et chacune est rare, leur conjonction est si improbable que l'hypothèse de la Terre rare porte une implication vertigineuse. Nous ne regardons peut-être pas un ciel peuplé de civilisations cachées, mais un cosmos dans lequel la Terre est un accident magnifique, singulier et profondément solitaire. Numéro 4. L'hypothèse du zoo. Le 19 mars 1973, le radioastronome John Ball du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics publia dans la revue Icarus un article de 7 pages qui proposait une réponse au paradoxe de Fermi radicalement différente de toutes les précédentes. Ball ne suggérait pas que les extraterrestres n'existaient pas. Il suggérait qu'ils étaient là, qu'ils savaient que nous étions là et qu'ils avaient délibérément choisi de ne pas prendre contact. Son hypothèse portait un nom simple et profondément inquiétant, l'hypothèse du zoo. Le raisonnement de Ball était d'une logique froide et troublante. Une civilisation suffisamment avancée pour détecter nos signaux radio depuis des dizaines d'années-lumière est également suffisamment avancée pour maintenir une politique cohérente de non-interférence. Comme des biologistes observant une espèce animale dans son habitat naturel, ils pourraient nous étudier avec un détachement clinique, documentant notre développement technologique, nos guerres, nos percées scientifiques, sans jamais se révéler. Nous ne serions pas des collègues dans une communauté cosmique. Nous serions des spécimens sous observation. En 2006, les chercheurs Milan Tirkovic et Robert Bradbury développèrent une variante encore plus déstabilisante dans le Journal of the British Interplanetary Society,
l'hypothèse du planétarium. Ils proposèrent que des civilisations avancées pourraient littéralement contrôler ce que nous percevons de l'univers, simulant une réalité cosmique qui nous maintient dans l'ignorance de leur existence. Ce que nous appelons le cosmos pourrait être une scène habillée, une projection gérée par des entités dont les motivations nous sont totalement inaccessibles. Le signal WOW du 15 août 1977, cette puissante transmission de 72 secondes captée par le radiotélescope Big Ear de l'Ohio State University a exactement la fréquence de 1420 MHz que les théoriciens avaient prédit pour la communication interstellaire, n'a jamais été reproduit malgré des décennies de tentatives. Peut-être n'était-ce pas un salut, peut-être était-ce un rapport envoyé à une entité lointaine par un observateur qui avait conclu que nous venions d'atteindre un seuil technologique intéressant. L'aspect le plus perturbant de l'hypothèse du zoo n'est pas l'idée d'être observé, c'est ce que cette observation implique sur notre statut. Si des civilisations avancées nous regardent en silence depuis des décennies ou des siècles, elles ont tout vu et elles ont toutes de même choisi de ne pas intervenir. Quelles conclusions ont-elles tirées de ce qu'elles ont observé? Numéro 3. Les prédateurs sombres. En 2008, l'auteur et ingénieur chinois Liu Cixin publia en mandarin un roman intitulé « La forêt sombre », deuxième volume de sa trilogie, débuté avec le problème à 3 corps. Ce que Liu Cixin y formulait n'était pas de la science-fiction dans le sens ordinaire du terme. C'était une solution logique, rigoureuse et glaçante au paradoxe de Fermi, fondée sur 2 axiomes que la sociologie et la biologie évolutive rendaient difficiles à réfuter. Premier axiome, toute civilisation cherche à survivre. Deuxième axiome, les ressources de l'univers sont finies. De ces 2 prémices découle un corollaire implacable. Si une civilisation suffisamment avancée détecte une autre civilisation, elle sait 2 choses. Cette civilisation cherche également à survivre et elle deviendra un jour suffisamment puissante pour représenter une menace existentielle. La logique de la survie exige donc d'éliminer toute civilisation détectée avant qu'elle n'atteigne cette puissance critique. L'univers, dans ce modèle, est une forêt sombre où chaque chasseur avance en silence et tire d'abord. Stephen Hawking exprimait une intuition similaire, avec une franchise inhabituelle pour un scientifique de sa stature, dans la série documentaire Into the Universe with Stephen Hawking, diffusée sur Discovery Channel en 2010. Il avertissait que contacter des extraterrestres pourrait être extrêmement dangereux pour l'humanité, comparant explicitement un tel contact à la rencontre des peuples indigènes d'Amérique avec Christophe Colomb. L'analogie était délibérément brutale. Dans cette rencontre aussi, une civilisation technologiquement supérieure n'avait pas apporté la fraternité. Ce qui rend la théorie de la forêt sombre particulièrement troublante, c'est une réalité que nous ne pouvons plus changer. Depuis les premières émissions radio du début du XXe siècle, nos signaux se propagent dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. En 2025, ils ont déjà atteint un rayon d'environ 120 années-lumière autour de notre étoile. Des milliers de systèmes stellaires ont déjà reçu la preuve de notre existence. Le projet METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, qui propose d'envoyer des messages délibérément vers des étoiles cibles, a suscité l'opposition publique de nombreux scientifiques pour exactement cette raison. Nous avons déjà parlé, depuis plus d'un siècle, nous créons notre existence dans le cosmos, sans y avoir été invités et sans savoir qui écoute. Si la forêt sombre est réelle, le silence que nous entendons en retour n'est peut-être pas de l'indifférence. C'est peut-être le temps de trajet d'une réponse que nous ne voulons pas recevoir. Numéro 2, nous sommes une simulation. Le 16 mai 2003, le philosophe Nick Bostrom publia dans le Philosophical Quarterly un article de 20 pages qui commençait par une construction logique d'apparence simple et qui menait, en quelques paragraphes, à une conclusion dont les implications n'ont pas fini de résonner dans les couloirs de la physique théorique, de la cosmologie et de la philosophie de l'esprit. Son titre, «
Are you living in a computer simulation? Sa conclusion, presque certainement oui. L'argument tripartite de Bostrom est d'une rigueur déstabilisante. Soit presque toutes les civilisations s'éteignent avant d'atteindre la puissance de calcul nécessaire pour simuler des univers entiers. Soit les civilisations qui atteignent cette puissance choisissent de ne pas créer de simulation d'ancêtres. Soit nous vivons presque certainement dans une simulation informatique. Si ni la première ni la deuxième proposition n'est vraie, la troisième devient quasi inévitable, car une civilisation capable de créer des univers simulés en créerait un nombre astronomique, rendant les univers simulés infiniment plus nombreux que les univers réels. La résolution du paradoxe de Fermi dans ce cadre est immédiate et singulièrement troublante. Les extraterrestres n'apparaissent pas parce que les ressources de calcul du simulateur sont allouées uniquement aux régions de l'univers actuellement observées par les entités simulées. Un cosmos peuplé de milliards de civilisations actives exigerait une puissance de calcul incomparablement plus grande. Le silence cosmique n'est pas un mystère, c'est une économie de traitement. Elon Musk déclarait en juin 2016 lors de la Code Conference qu'il estimait à une chance sur 1 milliard la probabilité que nous existions dans une réalité de base. S. James Gates Jr., physicien théoricien à l'Université du Maryland, avait découvert dans les équations de la supersymétrie quelque chose d'encore plus déconcertant, des codes correcteurs d'erreurs, identiques dans leur structure à ceux utilisés dans les navigateurs web, encodés dans les mathématiques fondamentales de la physique. Cette observation reste minoritaire et controversée dans la communauté scientifique, mais elle est réelle et sans explication consensuelle. Si nous sommes dans une simulation, la question du paradoxe de Fermi disparaît, remplacée par une question infiniment plus vertigineuse. Quelles sont les intentions du simulateur? Possède-t-il la capacité d'arrêter, de mettre en pause ou de réinitialiser ce que nous appelons la réalité? Et existe-t-il un moyen de le savoir avant qu'il ne le fasse? Mais aussi déstabilisante que soit l'hypothèse de la simulation, la réponse la plus terrifiante au paradoxe de Fermi n'est pas celle-là. Elle est plus simple, plus froide, et elle ne laisse aucun refuge. Numéro 1. Nous sommes les premiers et peut-être les derniers. En 2020, l'astronome David Kipping de la Columbia University publia dans les Proceedings of the National Academy of Sciences une analyse bayésienne des probabilités d'apparition de la vie intelligente à différents moments de l'histoire cosmique. Son modèle ne cherchait pas à deviner combien de civilisations existaient ailleurs. Il cherchait à déterminer où nous nous situons dans le calendrier cosmique de la vie. La réponse qu'il obtint était à la fois magnifique et vertigineuse d'une façon que la langue peine à contenir. L'univers a 13,787 milliards d'années. Mais il produira des étoiles pendant encore 100 000 milliards d'années, selon les modèles de Fred Adams et Gregory Laughlin publiés dans The Five Ages of the Universe en 1999. Les étoiles naines rouges, qui constituent environ 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée, brûlent si lentement qu'elles resteront stables pendant 10 000 milliards d'années, offrant à d'hypothétiques planètes en orbite stable autour d'elles un temps d'évolution incomparablement plus long que ce dont la Terre a bénéficié. L'astrophysicien Abraham Loeb et Manasvi Lingam de l'Université Harvard calculèrent en 2016 dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics que 92% des planètes potentiellement habitables qui existeront jamais dans cet univers n'ont pas encore été formées. Nous existons au tout début de l'ère de la vie cosmique possible, pas à son apogée. Nous sommes apparus dans les tout premiers instants de la fenêtre temporelle pendant laquelle des civilisations peuvent émerger dans cet univers. La résolution du paradoxe de Fermi serait alors non pas que quelque chose nous extermine, non pas que nous soyons rares par malchance, non pas que nous soyons observés ou simulés, mais que personne ne nous a précédés parce que personne n'avait encore eu le temps d'exister. Nous sommes parmi les premiers, peut-être les tout premiers. Cette idée porte une beauté étrange et une responsabilité d'une gravité presque insupportable. S'il n'y a personne avant nous, il n'y a pas de communauté cosmique
qui nous regarderait nous relever si nous tombions. Il n'y a pas de second essai distribué à travers d'autres étoiles. Il n'y a pas de tuteur extraterrestre, pas de filet de sécurité civilisationnel, pas de mémoire externe de ce que nous aurions accompli. Si nous disparaissions maintenant, par notre propre faute ou par accident, l'univers continuerait pendant des centaines de milliards d'années à produire des étoiles, des planètes, peut-être de la vie, sans aucun souvenir de ce que la conscience avait osé accomplir lors de sa première tentative. Toutes les hypothèses précédentes offraient au moins un spectateur, un prédateur, un simulateur, un observateur silencieux. Celle-ci n'en offre aucun. La vérité la plus terrifiante du paradoxe de Fermi n'est peut-être pas que l'univers est peuplé d'entités qui nous ignorent ou nous menacent. C'est que la conscience, cette flamme improbable que l'univers vient tout juste d'allumer pour la première fois en presque 14 milliards d'années d'existence, brûle en ce moment précis dans nos cerveaux, dans nos villes, dans nos laboratoires et dans nos guerres, et que tout ce qui vient après dépend entièrement de ce que nous choisissons d'en faire. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, clique sur la vidéo à l'écran maintenant.